Merci Quentin. Donc, je m'appelle Gauthier Gras, je travaille avec l'Association française d'agroforesterie. Je travaille comme conseiller technique et en particulier sur le projet agro. Donc, on est financé par l'Agence de l'eau, ce qui nous force à trouver des solutions en bio pour rendre les systèmes plus performants et en conventionnel à trouver des alternatives aux intrants. Donc on a une position très privilégiée de travailler avec un réseau d'agriculteurs dans le bassin Ardour-Garonne, dont François Cotan, qui sont en fait les pionniers, les agriculteurs quand même vraiment très avancés dans le milieu. Donc on fait de l'animation, on fait de la recherche, du développement et de la sensibilisation. Pardon, j'aime pas trop les micros, les caméras et tout, donc je suis un peu nerveux. Voilà. Non, 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 pas encore, pas encore. Je voulais dire que on fait beaucoup de recherches, d'essais et on travaille beaucoup sur les fertilisations alternatives. Donc, comment se passer de l'urée, en particulier pour les conventionnels, et comment augmenter le rendement pour les bio. Donc le tête compost, les EM, le compost, des solutions de plantes fermentées, acides aminés, algues, etc. Et il y a vraiment des pistes là-dedans pour enrobage de semences, pour pulvérisation foliaire, fertirrigation, etc. On travaille aussi sur l'élevage, le pâturage tournant dynamique, et la partie potentielle de arbres fourragers, donc le mûrier blanc, et les méthodes de semis, très très intéressant dont je pense François parlera, le strip-till, qui je pense pourrait être une alternative, une possibilité pour le moindre travail du sol en bio, et qui permettrait de se permettre un petit compromis, de ne pas mirer tout sur le semi-direct, mais d'arriver à moins de travail et potentiellement des rendements. Voilà. Et on travaille avec associations de culture, écartement, trouver des alternatives aux modèles de plantation qui nous permettraient de potentiellement réduire ou éliminer les applications d'herbicides pour les conventionnels. Voilà, merci beaucoup. Et je vous passe François. Ah non, on regarde une petite vidéo d'abord. Bonjour à tous, François Coutin, agriculteur à Ricourt avec mon épouse sur une exploitation de 128 hectares. Ricourt, c'est sud-ouest du Gers, à côté de Marciac où il y a le jazz, ça indique bien où c'est. Et après une exploitation de 128 hectares aujourd'hui en polyculture élevage. Une exploitation avec beaucoup de coteaux qui avait été vouée à la base du temps de mes parents pour faire que du mouton. Mais là, ce mouton, on l'a arrêté quand je me suis installé pour faire la collinaire. Alors c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir pratiquement toutes les terres irrigables, mais pas de l'eau quand même pour tout irriguer. Je peux arroser à peu près 60-70 hectares sur 128. Après 300 brebis, 4 bâtiments de poulets bio, parce que l'exploitation est passée en bio en 2015 et du coup on a tout passé, les moutons et les poulets. Et évidemment les cultures. Les cultures, une rotation qui n'a pas beaucoup bougé, qui reste à peu près la même, maïs, soja, blé. Bon, aujourd'hui, triticale pois à la place du blé, par rapport au cours du bio, à la facilité en bio. Sinon, l'exploitation, 25 ans de semi-direct avant en conventionnel, et passage en bio après en 2015 pour pouvoir essayer de faire aussi le bio, le semi-direct en bio. Parce que pour moi c'est obligatoire si je veux continuer dans les coteaux. Bon, avec de l'élevage je crois que ce sera obligatoire aussi. Mais sans ça, ça ne sera pas durable. On ne pourra pas continuer à faire du bio dans les coteaux comme il se fait aujourd'hui dans le Gers. Quelque part c'est des choses, c'est un peu une aberration. Et bon, la cerise sur le gâteau pour moi c'est ça, c'est l'agroforesterie en plus,
qui permet d'aller peut-être encore beaucoup plus loin par rapport justement si on veut se passer, même en conventionnel quelque part, si on veut se passer des insecticides, des fongicides, et ça passera obligatoirement et par l'élevage et par des haies, et pour revenir quelque part à ce qui se faisait autrefois. Il faut se renseigner parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Et alors, bon, c'est vrai que la vulgarisation ne se fait pas toujours automatiquement et facilement. Bon, après, sans doute qu'on n'en a pas trop parlé, mais je ne sais pas, le passé de ceux qui étaient en bio avant, par rapport au semi-direct, par rapport à des choses comme ça, la chance, peut-être, nous, quand on est passé en bio, c'est qu'on avait 25 ans de semi-direct derrière. Et on est passé de 1,5-2 de matière organique à 4. Et alors, sans doute que ça facilite beaucoup de choses. Sachant qu'aujourd'hui, quand on est passé en bio, c'est vrai qu'on a arrêté le semi-direct, hein, quelque part. Enfin, plus ou moins. Toutes les cultures d'hiver, on n'a pas arrêté le semi-direct parce qu'on fait exactement comme avant. On sème tout à la volée avec des semoirs engrais et on recouvre avec un déchômeur à disque. Mais ça, on le faisait déjà en conventionnel depuis très longtemps. Mais ça n'a rien changé, on fait toujours comme ça. Derrière du soja, derrière du maïs, derrière... Ça, c'est des choses qui marchent très bien. Hein. Enfin, je crois que c'est plus à démontrer, ça. Hein. Enfin, dans la mesure où vous avez une rotation correcte, en plus, bon, après, nous, c'est presque l'inverse des autres exploitations qu'on a vues. C'est que nous, on était plutôt axés sur des rotations d'été. Donc, après, quand on arrive sur des cultures d'hiver, on n'a pas trop cette problématique. Notre problématique, nous, d'herbe, c'est plus pour les cultures d'été que pour les cultures d'hiver. Mis à part le régras quand même sur quelques parcelles où là c'est un peu plus compliqué, mais bon, il ne faut pas s'entêter, il faut adapter quoi, quelque part. Après, c'est l'avantage des animaux, hein, parce que vous allez adapter plus facilement une culture si ça ne va pas. Au pire, puis il faut être opportuniste quelque part. Comme l'an passé, nos couverts, c'est à peu près les mêmes que nos cultures d'hiver, c'est-à-dire triticale pois. Et alors, tout ce qui était joli, même quand on l'avait semé beaucoup plus tôt, on a quand même gardé la moitié de nos couverts pour récolter, qui ont fait 40 quintaux. Au lieu de faire du soja, quoi. On a dit, quand tu vois comment c'était, tu te dis, casser ça pour faire du soja fin mai, tu vas gagner quoi de plus, quoi. Enfin, bon, il y a des choses comme ça, il faut pas... Enfin, il faut être un peu opportuniste, il faut pas... Voilà, il faut... Après, bon, nous, pour détruire les couverts, c'est vrai que les couverts, on en fait. Après, mais nous, on a l'irrigation. Attention, moi, je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Parce que c'est quand même détruire des couverts, comme vous avez fait là, des 8 tonnes de matière sèche pour semer des cultures de printemps, bah, c'est sûr qu'il ne faut pas le faire. Hein. Vous allez au casse-pipe, hein. Enfin, il n'y a plus d'eau dans le sol. Enfin, bon, ça va bien quand on a de l'irrigation, quoi. Là, on ne prend pas trop de risques, mais quand tu n'as pas d'irrigation... il faut de l'eau pour la culture. Après, quand tu as un sol qui est asséché, ben après tu rames. Hein. C'est comme quand au départ qu'on faisait les couverts dans du trèfle blanc. Alors ça aussi, je garantis que tu en fais une fois, mais tu n'en fais pas 50 fois. Hein. Parce que nous, on avait... Enfin, même qu'on irriguait, on n'arrivait pas à... Le trèfle blanc, il arrivait toujours à reprendre le dessus, à pomper l'eau, quoi. Hein. On manquait d'eau tout le temps. C'était impressionnant. Et alors après, nous, les gros couverts, nous, on en fait, oui. Des couverts de 8 tonnes, on en fait depuis 10-15 ans. Mais on les broie. Aujourd'hui, on ne les broyait pas tant qu'on était en semi-direct avec les désherbants, mais depuis qu'on est en bio, on les broie. Quand ils sont si gros que ça, on broie tout. Et après, on passe 2 coups de déchômeur à disque et on sème. Bon après, oui, il y a des parcelles. Après, mais c'était vrai, un conventionnel, c'est encore vrai aujourd'hui. À chaque fois qu'on a fait des essais, qu'on a pesé, et en plus c'est plus facile à faire, on a toujours fait plus de rendement dans les couverts pâturés que dans les couverts broyés. Pour la culture derrière, moi je parle, le maïs, souvent c'est du maïs. Et pourquoi il y a beaucoup de critères qui peuvent rentrer en compte. Hein, parce que il y a des fois la facilité à faire, parce que vous n'avez pas toute la matière organique dessus. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Hein, vous travaillez facilement le sol, il n'y a pas tous les débris végétaux. Même c'est plus facile de le détruire parce que quand on a toute cette matière organique et qu'il pleut au printemps, eh bien souvent ça repique. Enfin, tous ceux qui sont en bio ils le savent, le régras il repique. Alors que si c'est bien rasé, qu'il n'y a plus de matière organique, ça sèche beaucoup plus vite. Donc on arrive beaucoup plus facilement à faire crever les... Enfin, il y a plein de choses. Après, il y a le pâturage, on retransforme cette matière organique très très vite.
est sans doute mieux que de la laisser au sol. Mais bon, après c'est comme ça. Mais après, c'est vrai que on fait rien pour maintenir des éleveurs. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, moi ça me désole parce que pour moi, si on veut faire réellement du bien réussir en semi-direct et en bio, je crois que sans élevage, je ne sais pas si c'est possible. Hein. Enfin, je vous cache pas. Bon, je pense que après là, on est aujourd'hui sur du. Je ne sais pas si je brûle les étapes ou pas. Non, c'est à peu près bon. Sur le strip-till, c'est les essais qu'on mène cette année là, enfin qu'on a mené depuis un an là ou deux, et puis, non, avec le Rolensem. Tu peux reprendre la transition quand même. Du coup, vous étiez totalement tout semi-direct, et là où le semi-direct reste l'objectif final en bio, mais vous êtes revenu quand même à j'en ai parlé un petit peu. Un peu de travail du sol. Voilà, tu l'as dit, l'extrusion des couverts. Strip-till aujourd'hui, et il y a toujours un peu de semi-direct, d'essai de semi-direct. Ouais, parce que même en conventionnel, pour pouvoir semer plus tôt, on passait le strip-till, souvent, et on localisait à l'époque de l'engrais. Mais aujourd'hui, je crois qu'en bio, il faut faire pareil. Il faut, au pire, si on veut booster un peu la culture au départ pour qu'elle démarre un peu plus vite, je crois que peut-être on le fera par enrobage pour que ça soit vraiment que la culture qu'on sème qui soit boostée un peu plus pour qu'elle prenne de l'avance, quoi. Quelque part, il faut qu'elle prenne de l'avance et après, c'est gagné. Mais après, bon, les essais qu'on a fait, nous, sur le soja cette année, bon, c'est vrai que les résultats, je vous les donner parce qu'on les a pesés. C'était pas l'hectare, mais c'est sur les bandes qu'on a pesées. C'était 1,2 tonne au strip-till et au Rolensem, et contre 1,3 tonne, et l'autre répétition, c'était 1,2 tonne contre 1,4 tonne. Donc il y avait un peu plus de. Ça faisait un peu moins de 20% d'écart. Mais bon, sachant qu'on a eu le Rolensem que fin juin. Et on avait du régras qui est. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui ont dû voir les photos et tout ça. Mais on avait du régras qui était déjà un peu haut comme ça entre les rangs. Donc, alors c'était grand temps, il avait soif, il aurait fallu. Mais bon, j'avais que les bandes, alors j'ai pas arrosé le champ. Et du coup, oui. Voilà, je vais explique ce que c'est le Rolensem. Le Rolensem, c'est. Il y en a qui seraient peut-être mieux que moi pour l'expliquer dans la salle. Ceux qui l'ont mis au point, là, il y a Philippe Nouvelon par là. Et c'est des petits disques inclinés. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une machine qui a eu pas mal de versions, qui est là pour détruire l'herbe sans la couper. C'est-à-dire pour la mâcher. Et comme ça, elle ne repousse pas. Si vous la coupez, un régras, vous le coupez, 8 jours après, il est aussi grand. Alors que là, il ne repart pas le régras. C'est la grosse différence. Il faut la lacérer en surface, mais il ne faut pas la couper. Sinon, vous y passez, puis ça repousse, ça ne demande qu'à repousser. Il ne faut pas les couper, il faut les lacérer. Et c'est vrai que là, moi je mise beaucoup de possibilités avec des machines comme ça, mais pour faire beaucoup de choses, hein, même que ce soit pour du colza, que ce soit pour plein de choses, pour éviter de travailler le sol, quoi. Parce que bon, moi j'ai 2 champs en pleine, sinon tout le reste c'est un coteau. Hein. Et des coteaux, c'est pareil, quand même. C'est pas des coteaux plats, des coteaux jusqu'à 30% de pente. Là, c'est ton essai de semi-direct. Oui. Bande. Ouais. Et ça se voit un peu d'ailleurs. Si vous regardez bien, on voit. Il y en a 2 normalement. Très légèrement, ouais. D'ici à là, c'est plus foncé. Il y a une autre bande par là aussi. À gauche plus, non. Je sais pas. Il y a eu juste le Rolensem du coup. Oui, le strip-till et le Rolensem. Enfin, il n'y a pas eu que ça parce que je passais au semis pour maintenir la ligne là. On passait la houe, mais en plein, parce qu'on la passait dans le champ. La houe rotative, et là je la passais pareil où il y avait le couvert, où il y avait le régras, enfin tout ce couvert là qu'il y avait de. Parce que c'était tritique poids. Mais bon, c'est vrai que l'année prochaine, comme on sait qu'on l'aura, le Rolensem, là je l'avais broyé. Il y en a une partie de packagé, mais après c'était broyé. Alors qu'il faut surtout pas le broyer si on veut faire au strip-till, quoi. Pour laisser un maximum de couverture dessus et puis que ça couvre le sol entre les rangs bien plus, quoi. L'intérêt, ça sera de le laisser. D'ailleurs, pour l'année prochaine, on a mis en place du seigle même pour avoir encore plus de couverts. Et pour gérer l'entre-rang, peut-être même sans le Rolensem, hein, quelque part. Il faut aller vers ça. Après, et moi je crois aussi beaucoup aux associations, comme on le fait avec le colza. Hein. Il faut mettre de la densité sur le rang pour couvrir tout au départ. Hein. Alors là, et puis après que ce soit des plantes qui durent pas forcément, mais il y a plein d'essais à faire comme ça, comme le colza. Là, on sème. On n'a pas parlé parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on en fait. Bon, après, on le fait, on le réussit, on ne réussit pas. Mais quand vous semez 5 kilos de colza que vous récoltez, vous n'engagez pas l'Amérique. Hein. En plus,
Comme on met, 40 kg de févrole, 3 kg de trèfle d'Alexandrie, du Tabor, 8 kg de lentilles et 5 kg de colza. Pour l'instant, j'achète que le trèfle d'Alexandrie. Mais bon, vous semez ça, et après le but, bon, c'est de faire l'heure pour pas avoir de problème, beaucoup moins de problèmes d'insectes. Et en plus, ça couvre beaucoup le rang quand même. Hein. Ça fait une densité importante sur le rang, parce qu'il faut semer sur la même ligne. Il ne faut pas semer entre les rangs, quoi. Le but, c'est ça. Hein. Là, c'est même pas les bio hein, qui le démontrent. C'est comment il s'appelle mais qui ont changé. Terre Innovia, ouais. Qui le disent, parce qu'après tout le centre de la France, là, ils ont fait ça sur quand même des très grandes surfaces. C'est vrai que parce qu'ils n'y arrivent même plus avec les insecticides aujourd'hui. Avec ces systèmes-là, ça marche quand même bien. Et après, ça fournit aussi de l'azote pour le colza. Parce que tout ça, ça crève, à part la févrole, qui reste quelques févroles. Mais comme là, au pire, j'ai des champs où j'ai loupé le colza quand même, par des limaces. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu une période. On ne sait pas trop pourquoi. Après, Edouard, il les a tous réussi. Enfin, ça. Et c'est pour dire, mais bon, j'ai le couvert quand même qui est prêt pour faire du soja derrière. Donc, j'allais quand même semer un couvert. Enfin, je veux dire, on n'engage pas non plus. Il y a des choses comme ça. Il ne faut pas vouloir garder la culture quand elle vaut rien, quoi. Enfin, quelque part, soit tu as fait manger, soit tu te prépares comme. Je sais pas, moi, quand il y avait des couverts là, qui étaient un peu très beaux, puis qu'on voit que les cultures, bon, il n'y aura rien. Au pire, c'était là qu'il fallait préparer pour semer du colza derrière. Enfin, voilà. Enfin, il faut, parce que bon, faut en vivre quelque part. Hein. Enfin, faut être polyvalent et s'adapter, quoi. Je vis de l'agriculture, hein. Mon épouse aussi, elle est sur l'exploitation quand même. Hein. Alors, j'ai élevé mes 4 enfants avec, mais bon, il faut sortir de l'argent quand même quelque part. Hein. Et voilà. Bon après. Non, il y avait juste, vas-y, reviens juste sur de réessayer le seigle en couvert. Moi, j'en ai parlé. T'en as parlé. Non, on avait revu aussi quelques points clés. Donc de ton vécu. Donc d'abord, on avait rapidement parlé du labour, des labours d'hiver sans couvert. C'est pas terrible. Bon, voilà. Bon, pour moi, c'est. J'enfonce les portes ouvertes, mais bon. C'est peut-être pire l'été que l'hiver, mais enfin, je sais pas lequel est le pire. Pour moi, les deux, il faudrait. Enfin. C'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le potentiel qu'on a récupéré, parce qu'il ne faut pas croire, mais enfin, quand on a démarré en 94, il y en a qui sont à la salle et qui savent comment c'était. Hein. Franchement, c'était pas la joie. Hein. On cassait les têtes de charrue. Fallait voir, en fait, c'était catastrophique. Hein. Labourer si on perdu par endroit, vous labouriez, vous aviez. J'ai quand même 38% d'argile, hein, pour ceux que ça intéresse, qui connaissent un peu. Il faut que je monte à. Par rapport à ce qu'on a vu ce matin, il me faut 7% de matière organique. Alors, enfin, je suis à 4,8 sur 18 cm. Pas mal, pas mal. Ça fait 4 sur 30, mais bon, on peut faire mieux, mais déjà je suis content quand même. Mais c'est pour dire qu'on a retrouvé quand même du potentiel. Moi, je le vois, parce que même en soja, là, après, il y a des parcelles qui ne sont pas... Là, c'est une plaine de Boulbène. C'est Boulbène où il n'y a pas beaucoup de terre, mais bon, après, pour moi, c'est assez facile. C'était derrière un maïs, pourtant. Et tu vois, il était propre, quand même. Bon, après, c'est biné, là. C'était biné, et le reste, au Rollensem. Mais bon, c'est une parcelle qui a fait quand même 38 quintaux. Hein. Moi, j'ai jamais fait autant, même en conventionnel. Alors, bon, cette année, tout le monde me dit, ouais, mais c'est une année extraordinaire. Oui, oui, je suis d'accord. Enfin, même dans les champs de maïs, là, ils font 80 quintaux dans les coteaux. C'est pas... Le reste, tu l'as dit, hein, l'élevage essentiel, l'être opportuniste, transformer son couvert en culture ou vice-versa, et anticiper vis-à-vis des aléas climatiques. Un dernier mot avant de... S'il y a des questions. Ouais, des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Vous avez parlé de la fertilisation organique pour agir en effet starter un petit peu comme en conventionnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis, c'est déjà un levier que vous utilisez ou pas encore? Par exemple par rapport au soja en semi-direct? Non. Pour l'instant, on n'a rien fait. Hein. En soja, après, là, parce qu'on y travaille, là, justement avec Gauthier, là, par rapport à des enrobages de semences, pour donner un peu de
de peps, surtout quand on revient, plus on va se rapprocher du semi-direct, plus il faut essayer de stimuler la plante au départ, quoi. Et par rapport au seigle, ça peut pas créer des problèmes de fin d'azote sur le soja enfin, sur le soja, Non, au début, en début de non, culture. non, je ne sais pas moi. Enfin, c'est comme les colzas. Enfin, on nous dit qu'il fallait on mettait 250 unités azote. Enfin, je sais pas. Il y a des choses on n'arrive pas à comprendre, hein. Même il y a Pascal là dans la salle, hein, avec on met 0 azote pour faire du colza en bio. Rien. Et on arrive à faire 25 quintaux. Tu te dis, putain, il y a des choses que. S'il y en a qui savent l'expliquer, expliquez-le. Hein. Mais alors là, parce que quand on voit ce qu'on mettait en conventionnel pour faire 30 quintaux, Edouard, il fait 30 quintaux lui. Enfin, 30 quintaux, il a mis un peu de fumier, mais il en met une fois tous les. Parce qu'il n'a pas d'élevage, alors de temps en temps il en récupère un peu, mais il en met pas. Oui, non, mais. Oui, oui. Ouais. Je suis d'accord, mais bon, c'est pour dire le potentiel d'un sol, parce que l'azote, enfin, il y en a beaucoup qui disent et oui, comment on va faire sans azote? Ben, franchement. Oui, alors dans le prolongement de ça, moi je me disais que l'apport d'azote au départ, il a plus un effet starter que de répondre à un besoin de la plante en rendement. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as parlé de stimuler pour passer devant en définitive. Je pense que l'idée de l'apport ou de l'enrobage de la graine, en fait, c'est de créer le décalage, comme on a appris le faire en bio avec les adventices. Si on passe devant, après, on est à moitié sauvé, quoi. Il est dans cette logique-là, je pense, l'apport de... Et du coup, je pense que c'est une question, est-ce qu'il n'est pas indispensable d'avoir un semoir double cuve quand on veut faire du semi-direct pour pouvoir stimuler au départ, hein, pas pour produire, mais pour stimuler. Et l'autre question que je voulais poser, tout à l'heure, tu as dit que tu broyais de temps en temps quand il y avait des grosses masses de couverts végétaux. Est-ce que tu as vraiment vu une différence au niveau de la couverture de l'interligne entre un broyage et un passage rouleau-faca qui est souvent préconisé dans le semi-direct? Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on ne privilégiait pas le broyage, qui me paraît être un acte simple et surtout qui, en agriculture biologique, peut nous permettre peut-être de moins avoir d'adventices. Enfin, c'est une supposition parce que je n'ai pas d'expérience. Et pourquoi le broyage n'est pas plus privilégié dans le cas du semi-direct? Aussi, c'est assez simple, hein. Enfin, quand vous avez un sol qui fonctionne bien, on ne préconise pas le broyage parce que ça se dégrade très vite, hein. Et alors après, ça ne couvre plus le sol, quoi. C'est pour ça, hein. Enfin, nous, on broie parce qu'on veut passer quand même la rotoétrie, hein, là où la rotoétrie, bon, c'est l'avantage qu'on broie. Enfin, il y a beaucoup qui disent ouais, mais il laboure parce qu'il leur faut 0 débris végétaux dessus pour passer la RC-trie. Enfin, je trouve que c'est dommage quand on voit qu'il existe des rotoétries, quoi. Parce que nous, ça nous arrive. Vous pouvez passer même dans un chaume de blé pour faire un faux semis, quoi. Aujourd'hui, il y a des rotoétries qui sont un bout. Je sais pas, il y a des lobbies quelque part, je me dis, moi, c'est pas possible. François, ton striptease, il est avec une dent, un disque? Non, c'est à disque. Comme le système d'âne, c'est au rinçant, mais il y en a très peu, il n'y en a pas eu, il y en a que 2 ou 3. Mais c'est un disque oblique qui soulève le sol et tu as un autre disque derrière avec des dents en travers qui le rappuient. C'est-à-dire c'est à peine décollé que appuyer dessus et derrière tu as 2 autres disques qui redécoupent. Et qui affine un peu la terre peut-être. Comment? Qui affine un peu la terre. Oui, ouais. Mais surtout qu'il la réchauffe aussi. D'accord. Et alors une question, donc, puisque tu travailles une bande par rapport au reste de la surface, est-ce que ça engendre nécessairement une levée d'adventices plus rapide? Sur la ligne, oui. Ouais. Ah, sur la ligne, c'est sûr. C'est obligé. Dès que tu touches le sol. Mais c'est pour ça qu'on passe là où sur la ligne. Mais on passe même la rotoétrie, parce que je m'en fous, moi, qu'il y ait le couvert à côté. La rotoétrie, je l'ai passé partout. Et ça fait... Parce que la rotoétrie, quand même, enfin, comme vous le savez tous en bio, là, le passage à l'aveugle, c'est pas rien, quoi. Hein. Celui-là, si vous le faites, enfin, aujourd'hui, nous, on sème que si on sait qu'on peut passer à l'aveugle, si on ne sème pas. Depuis qu'on travaille le sol, quelque part. Hein, parce que... Bonjour François. Au niveau enrobage, on entend plusieurs choses. Moi, j'ai vu des agriculteurs qui faisaient des choses avec la mélasse, mais en fait, les retours sont
sont difficiles. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce jour? Allô, allô. Tout ça est très nouveau. Tout ça est très nouveau. Il semblerait qu'il faudrait plutôt, oui, nourrir la graine et la future rhizosphère à peine la graine germe, mais il faudrait aussi introduire des micro-organismes pour que les justes micro-organismes soient présents. Donc, il y a la mélasse, mais c'est aussi plutôt acide humique, acide aminé, algues, et après bacillus, trichoderma, compost, donc estrée de compost. C'est plutôt ces substances-là autres que la mélasse. Et on commence à faire avec Agro cette année, on a fait des essais. Il semblerait que la moyenne des biostimulants, on a essayé 17 différents biostimulants, autoproduits ou achetés, de 1 à 4 litres. La moyenne par rapport aux témoins sans produit était de double de biomasse de blé en 10 jours. Du blé taillé. Donc on a fait pousser dans des gobelets du blé et on a taillé, pesé et c'était le double du poids en moyenne par rapport à tous les différents produits. Il semblerait que 3 litres soient plutôt les doses idéales. Mais là, c'est vraiment toute une nouvelle onde de recherche faite par les agriculteurs dans différentes parties de la France avec des produits liquides et secs. Et vu que ça semble être une des pièces du puzzle qui n'a pas été encore explorée, je pense que dans l'année qui suit, il y aura beaucoup d'essais dans ce domaine. Oui, bien sûr. Donc oui, c'était fait dans un gobelet. Qu'est-ce que ça veut dire au bout de 10 jours d'avoir une plante qui pèse le double? Oui, enfin, il n'y a pas que ça comme résultat, mais c'est ce que je peux dire que moi j'ai fait personnellement. Non, après, il y a des résultats sur des exploitations en grande culture. Pas ici, mais c'était dans l'Aube. Non, c'est pas l'Aube. Haute-Marne. Et sur 170 hectares, c'est pire parce qu'ils faisaient même des pulvérisations de compost, enfin de thé de compost là. Et ils sont passés de 30 quintaux en blé à 42 quintaux. Alors c'est vrai qu'il faut le faire, hein, c'est du travail, mais en fait ça coûte pas très cher. Bon, c'est un peu de main d'œuvre à faire. Parce que tu le fais à partir de choses que tu as, quoi. Enfin, pas tout à fait tout, mais enfin, les prix, c'est un peu dérisoire à l'hectare. Hein. C'est plus de le faire que. C'est une piste à explorer qu'on veut comprendre, dont on veut comprendre les limitations. On veut comprendre le nombre d'heures que ça prend, le coût du produit et combien de quintaux ça peut produire en plus. Clairement. On n'en est pas encore à dire avec confiance ça, mais ça semble être une piste. Une autre question. Oui, quelle est l'origine de vos EM, des micro-organismes efficaces? Qu'est-ce que c'est comme souche? C'est des souches produites par des gens qui disent qu'ils ont la souche mère, qui sont des ensembles de lactobacillus et de levures, etc. Et qui vendent ça et après qu'on peut multiplier. Voilà, ça semble avoir des intérêts spécifiques pour améliorer les lisiers, pour améliorer le compostage et l'odeur en état, mais la qualité du compost. Pour détruire les couverts, il y a des gens qui utilisent ça. Et voilà, c'est parmi tout le nombre de recherches qu'on essaie de faire, de comprendre quel est l'intérêt des EM
par rapport à son prix, sa facilité de fabrication par rapport au thé de compost. Enfin, il y a beaucoup à comprendre par rapport à ces inoculants et leur utilisation. Parce qu'il y a les vendeurs et ce qu'ils disent, et après il y a l'effet sur le terrain. Voilà. Est-ce que oh, j'y arrive pas. Ce sont ceux de Teruo Hyuga, ce japonais qui a Oui, découvert? c'est ça originellement, mais bon, après il est mort et donc c'est vendu par d'autres pays, par d'autres personnes en Europe aujourd'hui. Enfin, voilà, l'idée c'est ça, oui, on parle de la même chose. Sa philosophie originale est extraordinaire. Bon, je crois qu'il faut recentrer un peu le débat, on n'est pas là pour débattre de ça, hein, parce qu'il y a tellement de choses à faire avant ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et depuis que vous avez fait l'agroforesterie, alors, est-ce que vous avez connu une évolution sur vos parcelles? Non. Il y a 7 ans. Là, il y a 7 ans, oui, que c'est planté. Qu'est-ce que je peux dire sur l'agroforesterie? Si, pour les animaux. Pour les brebis, c'est mieux. Parce que ça, c'est sûr, par contre. J'avais un troupeau de brebis qui agnolaient au printemps dernier, où j'ai fait le maïs. Pas dans cette parcelle, mais dans l'autre parcelle qu'on voyait là d'agroforesterie. Et c'était marrant parce qu'il y en a qui agnolaient et il y avait 2 brebis au pied de chaque arbre. Parce qu'elles ne se déplaçaient pas au départ quand elles sont juste agnolées. Et elles restaient à l'ombre. Et là, c'est sûr, parce que les brebis, elles ne supportent pas trop le soleil. S'il n'y a pas de bois, pas de... Ça, c'est sûr que là, c'est une qualité... Bon, après... Non, il faut plus de recul. Hein. Moi, je ne veux pas dire c'est tout bénéfique, c'est tout... Je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais ça, pour moi, c'est sûr que si on veut se passer... Bon, enfin, quand tu es en conventionnel, si tu veux te passer de fongicides, d'insecticides, d'antilimaces, si tu plantes pas des haies tous les 80 mètres, tu n'y arriveras jamais. Hein. Tu es condamné à mettre de l'antilimace, des trucs toute ta vie. Hein. Ça c'est... Il y a Jean-Pierre Sartou, là, enfin, il peut nous en faire un cours, il peut en parler pendant 3 heures, mais ça, lui, il va vous le démontrer. Hein. S'il y a plus... Pardon. Oui, juste. Est-ce que justement le fait d'implanter des haies, ça abrite, c'est pas justement un lieu favorable à l'habitation de méligettes, comme sur le colza? Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi l'abri de ceux qui mangent les méligettes? Ouais, c'est ça, hein. Quelque part, c'est ça l'écosystème. C'est d'abriter tout et son contraire pour qu'il y ait un équilibre. Et voilà. Et après, on arrive à retrouver un équilibre et on arrive à avoir on ne peut pas dire qu'il y a zéro contamination. C'est pas ce qu'on vise. C'est ne pas avoir des cultures détruites à 100% comme on voit. Parce que ça, c'est sûr qu'il y a on voit dans la nature quand même des parcelles qui vont être détruites à 100% par les méligettes, qui vont pas avoir qu'un pied de temps en temps. Enfin bon, après, moi, je suis pas compétent pour répondre à ça. Mais... Non, ce qu'on a observé, c'est que les méligettes recherchent des endroits ensoleillés, des endroits plutôt qui se ressuient très facilement, qui se réchauffent très facilement en hiver, et ça c'est certainement lié à la nécessité pour elles d'éviter les mycoses dues à l'humidité en hiver. Donc des endroits ensoleillés, plutôt dégagés, que le soleil réchauffe vite, là où la litière est vite réchauffée en hiver pour éviter justement les mycoses et de mourir à cause de ces mycoses. Donc les haies, la litière qui est dans une haie, par définition en hiver, elle n'est pas très très ensoleillée. Puis après, ça dépend de l'exposition de la pente si on est sur un coteau. Donc voilà, ce n'est pas la présence d'une haie qui va, par sa seule présence, en faisant abstraction du reste dont je viens de parler, qui expliquera que ça sera un réservoir à méligettes. Non, pas du tout. Et puis, François, tu parlais des ennemis naturels des méligettes. Ce sont des parasitoïdes. Il y a plusieurs espèces, mais surtout une qui est très efficace en tant que parasitoïde. Elle hiverne dans la parcelle cultivée, là où il y a eu le colza, parce que la larve se laisse tomber. Elle se laisse tomber en ayant été parasitée ou pas par cette guêpe. Et si la larve se laisse tomber en ayant été parasitée, à ce moment-là,
au lieu de s'envoler rapidement en fin d'été, juste avant la moisson du colza, elle reste dans le sol, elle y passe l'été, l'hiver, et elle s'envole au printemps suivant pour donner une guêpe, hein, un auxiliaire. Et à ce moment-là, c'est le travail du sol qui risque de détruire les futures guêpes dans le sol. Et le semi-direct permet justement de préserver plus de 100% de la population, alors que de guêpes de futurs auxiliaires, alors que s'il y a travail du sol, on détruit plus de 95% de cette population auxiliaire. Donc voilà. Donc parfois, vous voyez, là c'est un exemple d'auxiliaire qui a besoin de la parcelle cultivée pour hiverner, mais du coup qui a besoin que le sol ne soit pas travaillé, quoi. Donc voilà, c'est pas aussi simple. La biodiversité, il suffit pas de dire voilà milieu semi-naturel, auxiliaire, mais éventuellement nid à vermine, et puis réservoir de. Enfin, je sais pas si j'ai pas fait un lapsus. Il suffit pas de dire que les milieux semi-naturels sont des réservoirs d'auxiliaires, et puis de temps en temps des nids à vermine. En fait, ça dépend. C'est au cas par cas qu'il faut raisonner tout ça. Et là, je viens de vous donner un exemple qui montre que c'est vraiment assez complexe, quoi. Mais en l'occurrence, voilà, la haie ne risque pas d'aggraver le problème, et c'est même pas elle qui va apporter les auxiliaires pour le méligète.